Regardez parce que... Merci de m'inviter. Et je ne sais pas quoi dire, mais je vous donne la parole pour que vous orientiez la discussion. Peut-être que quelqu'un veut poser une question et puis comme ça lancerait la conversation. Je sais pas, ou cherche. Voilà. Bonjour Pinard. Ouais, c'est formidable. J'aurais quelques questions. À ton avis, est-ce que maintenant la Turquie ça va mieux par rapport à l'époque où tu en parlais? Sur le militarisme, sur la situation par rapport aux Kurdes et surtout vis-à-vis de la situation par rapport aux homosexuels ou LGBT, parce que l'image que j'en ai de moi en tant que Français qui n'est jamais allé à Istanbul, mais c'est que Istanbul c'est une ville très gay-friendly. En tout cas de la vision que j'en ai. Beaucoup de gens qui y sont allés m'ont dit Istanbul c'est très gay-friendly, il y a plein de bars gays, c'est très très ouvert. Peut-être que l'image d'Istanbul n'est pas représentative de l'image de la Turquie en général. Et du coup, voilà, je sais pas. À ton avis, la situation de la Turquie vis-à-vis de tous ces sujets, aujourd'hui, par rapport à l'époque où tu en parlais? Alors, il m'a posé une question. Alors, on est dans les rues. Alors, il y a des bruits, il y a tout le monde, c'est normal. Mais on résiste à être dans les rues et continuer à parler. Et vous m'entendez bien? Ah bah oui. Non, un peu plus fort. Comme ça, un peu plus, oui. Alors, il m'a posé une question très large. Quelle est la situation de Turquie? Je ne sais pas, tout le monde veut parler de la Turquie parce que moi, je suis en France et je milite en France. Et j'ai parlé d'une expérience en même temps, parce que quand vous êtes exilé, vous êtes dans les deux pays. Vous êtes dans votre pays et vous êtes dans le pays que vous venez. C'est pour cela que je peux vous parler de la Turquie, mais aussi je peux parler de ce que je fais maintenant aussi en France. Mais avant tout, je vais vous dire que quand on a fait ce film, j'étais à Berlin. J'avais quitté la Turquie en 2009. C'était 2011, je crois, 2010, 2011. Et je ne parlais pas bien le français. Maintenant, c'est un petit peu mieux, je crois. Et là, je parlais plutôt de mon expérience personnelle. Mais aujourd'hui, je vais vous dire quelque chose sur mon expérience personnelle, mais dans une autre dimension. Dans mon pays, depuis 20 ans, à peu près, moi je suis, j'étais active dans ce processus. On est en train de créer un nouveau cycle de contestation, un nouveau mode de mobilisation, malgré la violence, parce que c'était assez libertaire. En Turquie, les libertaires sont très forts, les féministes sont très forts et les LGBT sont très forts. Et nous discutions entre nous, malgré la violence extrême qui anéantit même la possibilité de la réflexion. Est-ce qu'on peut créer un autre mode de mobilisation en dehors des organisations politiques, en dehors des partis politiques, en dehors des grandes organisations, etc. Est-ce que nous pouvons faire quelque chose? Et on a réussi. Et peut-être vous avez entendu, il y a 2 ans, il y a eu des manifestations de place Taksim, place Gezi. Et là, vous avez vu en Europe. Mais ce n'est pas tombé du ciel. On était déjà dans les rues, on faisait plein de choses. Si vous voulez, je peux vous parler de ça aussi. Parce que je pense que ce que vous êtes en train de faire là, ça nous ressemble aussi. Et dans mon pays, il y a plein de choses. Il n'y a pas seulement la guerre, il n'y a pas seulement la violence. Il y a aussi plein de gens qui essaient de faire une autre politique, la vraie politique de la rue. Et moi, je viens de cette expérience et je suis tombée en France et je suis tombée entre vous. Je suis très contente. Alors, qu'est-ce que vous voulez que je vous raconte? Parce qu'il y a plein de choses. Moi, je pense toujours à la convergence des luttes. Et c'est très difficile. C'est la plus difficile des choses. Parce que quand il y a des différentes expériences, des différentes opportunités, tout le monde crée son mode de mobilisation à partir de
de son expérience ou de ses possibilités. Les Kurdes, ils ont des possibilités multilatérales, disons, entre les différents pays. Les LGBT, ils ont des différentes opportunités. Les féministes, nous avons des différents modes de pensée, je ne sais pas, vous comprenez. Nous avons des différents... Mais comme dans mon pays, il y a un fascisme, c'est le fascisme, moi je ne veux pas dire autrement, autoritarisme, c'est le fascisme. Quand il y a une répression extrême, nous, même on est différents, on doit mobiliser ensemble, on est obligé. Par exemple, dans les prisons, je me souviens, alors on était tous politiques et j'avais de la chance quand j'étais en prison, parce qu'à l'époque, on n'était pas européanisés. Je ne sais pas si vous avez compris. Parce qu'après, ils ont décidé de créer des prisons européennes, c'est-à-dire les cellules. Mais à mon époque, comme je suis vieille, à l'époque, il n'y avait pas de prisons avec les cellules. Il y avait des grands dortoirs et tous les prisonniers politiques étaient ensemble. Alors, il y avait toutes sortes de personnes, des violents, des différentes personnes. Et quand tu es ensemble avec tous ces gens, quelquefois, tu ne veux même pas dire bonjour parce qu'ils sont très violents entre eux, ils sont très, je ne sais pas, hiérarchiques, etc. Mais comme il y a une direction très fasciste, comme il y a une direction qui te... Alors tu dois travailler ensemble, tu dois être ensemble parce que tu te solidarises. Après, quand tu fais des choses ensemble, et tu apprends sa vie, tu apprends plein de choses, tu cuisines ensemble, je ne sais pas. Et tu commences à comprendre et apprendre à lutter ensemble. Qu'est-ce que ça veut dire? Et ça te transforme aussi parce que tu comprends comment faire avec les autres. Et à partir de cette expérience, quand je suis sortie de la prison, ça m'a beaucoup servi. Je me suis tombée dans un espace militant. Ce n'était pas la prison, mais quand même, c'était un espace assez réprimé. Non, réprimé, non. Il y avait les répressions. Alors, ce n'était pas la prison comme j'étais, mais quand même, c'était comme la prison un petit peu. Alors, il y avait les Kurdes. Au début, les Kurdes pensaient que l'homosexualité, c'était une perversion bourgeoise. Et les féministes, c'est une idéologie bourgeoise, les gauches aussi. Mais comme tout le monde était victime, on devait être ensemble. Et après, quand ça dure une année, ça ne change rien. Quand ça dure 3 ans, ça ne change rien. Mais quand ça dure 10 ans, dans toutes les organisations, il y a des conflits internes. Les femmes dans le mouvement kurde, elles commencent à mobiliser. Les Kurdes dans le mouvement LGBT commencent à dire que ce mouvement LGBT il est très turc, il n'est pas assez diversifié. Alors et tout ça, ça nous a beaucoup changé. Et à partir de cette transformation, c'est créé quelque chose de très, très important, une communauté militante, mais qui ne sont pas qui ne sont pas membres d'un parti politique ou d'une organisation politique. Et cette communauté militante, il a créé ces réseaux, ces mécanismes. Et tout d'un coup, on pouvait créer plein de manifestations sans avoir besoin de ces organisations politiques. Voilà. Alors moi, je viens de cette expérience. Et quand je suis venue en France, je me suis dit, je vais m'ennuyer. Mais non, je suis contente d'être venue. Je ne sais pas, qu'est-ce que vous voulez parler? La situation LGBT, tu m'avais dit, oui, j'ai oublié de répondre. Alors, être homosexuel, ce n'était jamais un crime en Turquie. Ce n'était pas un délit. Il n'y avait pas un problème avec ça. Mais il y avait les répressions sociales. Toujours, pour les homosexuels. Ça, c'était toujours le cas. Mais dans l'Empire ottoman, etc., l'homosexualité, c'était quelque chose... On ne voulait pas le mêler à la famille, à la vie ordinaire, mais on les acceptait qu'ils vivent en communauté. Et les hommes toujours fréquentaient. Les filles, on ne les voyait pas. On ne voulait pas les voir. Voilà. Mais maintenant, je vous dis quelque chose, c'est très important. Le mouvement LGBT, c'est un des plus forts mouvements en Turquie.
parce que ils sont pas seulement comme ils sont pas comme en France. C'est-à-dire, par exemple, à Nice, on peut dire que dans cette rue, il y a un truc de gay-friendly, etc. Mais nos gays, turcs, kurdes, arméniens, je ne sais pas, nos gays de Turquie sont très féministes en général. Et ils font des manifestations pour les Kurdes, pour les Arméniens, pour toutes les causes sociales. Ils sont toujours présents dans toutes les manifestations. Et parce que c'est une organisation très politique qui mène tous les gens. Voilà. C'est quand même incroyable qu'on entend toujours les mêmes discussions. Ce qu'il faut, c'est surtout apporter des aides aux Français. Et arrêter d'apporter des aides aux étrangers parce que ça ne suffit pas. Oui, mais moi, ce que j'essaie de faire... sur Terre, ça existe pas. Mais ouais, ce que j'essaie de faire, d'apporter des aides aux Français, parce que je parle des expériences de Turquie. Tu es relou, celui-là. Voilà, ce que j'essaie de faire, c'est ça. Parce que je crois que l'expérience que j'ai vécue, c'est une expérience assez importante. Là, non, tu t'en fous, mais tu peux arroser les fleurs, toi. Tu peux arroser les fleurs, il y a des fleurs. Vous savez, quand il y a les répressions, on est obligé de travailler ensemble. Hier, j'étais allée à la manifestation Saint-Roch. Et il y avait un gars qui est venu, il était dans le Parti communiste, je crois. Il m'a dit que je crois que les gens de Nuit debout, ils vont comprendre un jour que l'organisation est très importante, etc. Et je n'ai pas discuté parce que ce n'était pas le moment. Mais je dis maintenant, il y a plein de modes de mobilisation, il y a plein de modes d'organisation. Et nous pouvons créer des différents modes d'organisation, je crois. Et je crois qu'ici, maintenant, on est en train, mais nous avons besoin de temps. On ne peut pas créer dans 3 jours, dans 4 jours, dans 5 jours. On a besoin de temps. On va faire, je crois. Mais à partir de mon expérience, je peux vous dire seulement que, avec le temps, si, parce que quand tu sèmes les grains, c'est juste les grains. Quand tu sèmes les grains, tu as besoin de les arroser, tu as besoin de les attendre. Il faut qu'ils émergent. Mais il ne faut pas faut pas attendre très vite. Ce que je peux vous dire, c'est ça. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous voulez qu'on discute ou on passe à une autre chose? Vous voulez que... Ouais. Va la poser ta question. Voilà. Ici, en France, nous avons des aides sociales tout à fait remarquables comme le 115, le SAMU social, distribution de soupes de nuit. Par exemple, il y a des aides alimentaires et vestimentaires pour les familles en difficulté que nous accueillons d'Europe de l'Est. Je travaille dans une association caritative depuis 10 ans, des secours populaires, et nous travaillons pour justement ces immigrés. Moi, je me pose la question si on pourrait, est-ce qu'il est possible de créer ce genre d'offre d'activité, on va dire, sociale pour aider les gens en Europe de l'Est aussi et en Turquie pour aider davantage de personnes en difficulté? Alors, si tu veux, en Turquie, mais pourquoi tu pars? Tu poses une question et... D'accord. Alors, en Turquie, partout dans le monde, il y a plein d'associations caritatives, c'est juste comme ça, et qui font des choses, et c'est très important, c'est bien qu'ils le fassent. Mais on ne peut pas changer le monde avec ça. C'est bien qu'ils le fassent, c'est basique. Et on a besoin de manger, on a besoin de... C'est bien. Mais je crois qu'on ne peut pas changer le monde avec ça. On a besoin de faire tout en même temps. Parce que tu sais, tu t'appelles comment? Michael. Tu sais, Michael, on est en face d'une pieuvre. Alors, quand on est en face d'une pieuvre qui bouge, qui est pleine de tentacules, et on a besoin d'être comme un pieuvre aussi. On ne peut pas faire une chose. On doit faire plusieurs choses. On doit manger, on doit lutter, on doit changer, etc. Voilà. Merci. Et vous voulez que je reste là ou on continue ou on passe à une autre chose?